Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer grâce aux données de cette semaine qu'est-ce qu'il s'est passé durant les dernières 24-48 heures avec la très forte et volatile chute du BTC. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est probablement dû à une cascade de liquidation longue, comme la hausse ici était probablement due entre autres à une cascade de liquidation sur les marchés dérivés, mais cette fois sur le côté short. Il y a d'autres éléments dont on avait déjà parlé, mais ce que je veux que vous reteniez, je vais le dire en début de vidéo, puis on va le redire en fin de vidéo, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en ce moment, on est dans un contexte où les marchés du BTC sont drivés par la liquidité notamment des marchés dérivés. Donc si elle a la liquidité à longue qui s'accumule, on va avoir un long squeeze. Si elle a la liquidité short, on va avoir un short squeeze, et ainsi de suite. Donc on est sur un marché qui n'a pas de tendance clairement définie. On est vraiment en train d'aller faire un ping-pong entre non pas les bornes spot qu'on avait pu identifier, mais bien ici des seuils de liquidation qui s'accumulent ou pas, qui agissent littéralement comme un aimant pour le prix. On va voir ça ensemble, posément, sans émotionnalité. Déjà, d'un certain point de vue, on peut dire que si le BTC avait clôturé euh, au niveau de la mèche, c'est-à-dire aux alentours des 106 000, on aurait vraiment une clôture particulièrement délétère et ça aurait remis en question à la fois la structure on-chain et la structure technique. Manifestement, on a clôturé aux alentours des 112 000 qui, d'un point de vue technique, ce n'est pas réellement un problème parce que ça fait encore un plus bas par rapport. Enfin, ça fait un plus bas plus haut, un creux plus haut par rapport au bottom qu'on a eu en fin septembre. Mais d'un point de vue on-chain, c'est pas idéal. On va voir qu'il y a des choses qui sont un peu imparfaites. Et le but ici, c'est pas de vous dire la structure elle est pas bonne ou la structure elle est bonne, c'est de vous dire pourquoi est-ce qu'il y a des éléments de cette structure on-chain qui sont encore encourageants et pourquoi il y a des éléments de cette structure on-chain qui, depuis quelque temps déjà, commencent à peser et à envoyer des signes de faiblesse. Donc on va regarder tout ça posément et on va essayer de se poser des questions, on va essayer d'expliquer pourquoi ceci s'est passé de cette façon et quelles données qui étaient disponibles cette semaine auraient pu du coup nous indiquer déjà ces signes de détérioration. Même d'un point de vue technique, ça se voyait déjà, on avait vraiment un sommet un peu arrondi comme ça, mais il y a plein d'éléments aussi sur le côté on-chain qui peuvent être très très intéressants. On va commencer bien sûr par la carte des liquidités sur les marchés dérivés. Donc ici, il me semble que... Ah voilà, là, je vais juste mettre la paire en symbole, ce sera plus intéressant parce que là, on avait seulement la paire sur Binance, qui est une paire particulièrement évocatrice, hein, mais on va essayer de regarder ce qui se passe sur l'ensemble des marchés dérivés. Si on revient sur 2 semaines pour avoir un petit peu plus de visibilité, vous allez voir quelque chose qui est assez parlant, normalement. J'attends juste que le graphique se charge, hein, ce qui ne devra pas être très très long. Une, deux, trois, voilà. C'est particulièrement parlant. Tout au long de la hausse qu'on a connue la semaine dernière, se sont accumulées des liquidités longues particulièrement bien réparties et bien concentrées qui se sont intensifiées durant la baisse, alors même que le marché était en train de commencer à stagner aux alentours du nouvel ATH et potentiellement même de ralentir avec des plus hauts plus bas que les précédents, eh bien, on a eu de la liquidité longue qui s'est ici accumulée pour défendre le prix et essayer de stimuler de nouveau la hausse. Sauf que ça a eu l'effet particulièrement inverse et on a eu une cascade de liquidation longue, encore une fois particulièrement magistrale, qui est venue faire chuter le prix de quasiment 10, voire même 12% en l'espace de quelques heures. C'était un vrai carnage. Bon, j'ai envie de dire, ce sentiment que vous devez ressentir face à cette volatilité baissière particulièrement extrême, d'un certain point de vue, il n'est pas nouveau parce qu'on avait déjà connu ça il y a un mois ou deux. En fait, on est dans une dynamique où, pour l'instant, on est sur de la volatilité haussière très forte, de la volatilité baissière très forte. Ça ne fait que ça et il n'y a pas de tendance définie. Et je comprends que ce soit particulièrement usant, mais pour que ça s'arrête, il faudrait qu'on arrête d'utiliser, il faudrait que collectivement, les participants du marché du BTC arrêtent d'utiliser de l'effet de levier à gogo, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça, manifestement, l'appât du gain fait que l'esprit humain adore utiliser l'effet de levier parce qu'à la fois ça lui file des sensations et à la fois ça lui fait miroiter un gain très rapide et très important. Et donc tant qu'il y aura des gens pour prendre des risques extrêmement élevés, et c'est particulièrement le cas dans la conjoncture actuelle, bah, plus le prix aura une tendance un peu définie et pourra valider ou invalider des signaux plus moyen terme ou long terme avec une très très grande rapidité. On va regarder un peu ce qui s'est passé sur différents graphiques sur le côté spot, sur la dynamique dans l'ensemble, aussi sur les dynamiques d'offres et de demande. Mais je voulais d'abord revenir sur notre suivi de l'accumulation spot
Donc jusqu'à preuve du présent, on se resitue dans le range situé entre 117 000 et 108 000. On voit ici la bande des 117 000 qui avait été très bien acceptée avec le nouveau rebond, qui avait été ensuite très bien accumulé et qui pour l'instant du coup représente une zone sur laquelle il y a une forte densité de BTC, à peu près 200 000 BTC, 194 000 BTC qui ont été accumulés. Donc, pour l'instant, ce support dont le test n'a pas été concluant redevient une résistance. Donc on retourne dans notre dynamique qui est le cas depuis août, depuis cet été. Ça fait quasiment 3 mois qu'on est dedans. Eh bien, on se retrouve dans un range entre les 108 et les 117. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Je considère qu'à partir du moment où on retourne dans ce range, cette fois-ci, si on vient l'invalider par le bas et qu'on chute sous les 110-108, à mes yeux, ça va commencer à poser de sérieux problèmes parce que ça fait déjà depuis juillet qu'on essaye de franchir cette zone et on n'y arrive pas vraiment. On sent que le prix a une certaine forme de faiblesse. On est en train de faire une latéralisation qui peine réellement à aller chercher une nouvelle phase de découverte de prix. Donc, si on va invalider en dessous et qu'on réintègre le range entre les 110 et les 100, pour moi, ça commencera à être un signal particulièrement délétère. Et il ne serait pas. Voilà, au bout d'un moment, le cycle haussier, il dure depuis 2022. Il a le droit aussi de commencer à fatiguer à un moment et on a aussi le droit de rentrer dans un bear market. Ça fait déjà plusieurs éditions que j'en parle et j'en parle pas d'un point de vue alarmiste. C'est simplement que chaque chose en son temps et on a eu un très très beau cycle aussi. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, si se termine maintenant, ce serait pas non plus dramatique. Évidemment, pour les derniers entrants, ce serait pas idéal, mais pour les personnes qui sont là depuis 2-3 ans et qui nous suivent depuis le début, depuis qu'on a collé le bottom en 2022, eh bien, on a déjà eu de quoi manger depuis un bon moment. Donc, je suis pas contre une continuation haussière, mais je pense que maintenant, le BTC commence à donner des signes de faiblesse suffisants pour qu'on se dise, il faut commencer à accepter, à faire une forme de deuil préliminaire en se disant, bon, préparons-nous mentalement. C'est pas plus mal si ça monte un peu plus haut et qu'on va chercher la bande des 140, 150 000 qu'on espère. Mais si on s'arrête là, écoutez, ça aura déjà été un tour de manège particulièrement intéressant. Maintenant qu'on a vu ça, on peut se poser la question, le BTC, il en est où vis-à-vis de ces dynamiques, vis-à-vis du canal à court terme notamment? Bon, en effet, pour l'instant, il reste cette zone d'objectif entre les 140 et les 150 000 qui nous intéresse beaucoup. Mais comme on a du mal pour l'instant à s'affranchir des zones de prix qui nous séparent de la TH, eh bien, on continue à buter en fait sur le prix réalisé à court terme que vous voyez ici en orange. Et pour l'instant, on se situe aux alentours du prix réalisé à court terme. Mais si on regarde avec un petit peu plus de détails, ici on a la donnée en 10 minutes, donc on est vraiment sur quelque chose de très très précis, eh bien on se rend compte qu'en fait on a clôturé en dessous. Vendredi, on a clôturé en dessous du prix réalisé à court terme qui est situé aux alentours des grosso modo, il me semble, 113, c'est ça, entre 113 et 114, ouais. Ouais, un petit peu en dessous de 114, on va dire 113. Et le prix, il a clôturé aux alentours des 112. Donc, on a eu un BTC qui a clôturé une nouvelle fois, et en plus, il a clôturé la semaine en dessous du prix réalisé à court terme. Donc ça, c'est un signe qui est vraiment pas idéal. Je serai vraiment particulièrement attentif à l'ouverture des marchés lundi prochain, notamment les marchés US, parce que la seule chose qui peut nous sauver actuellement à mes yeux, c'est d'ouvrir le marché de reprendre directement cette bande. Il faut absolument pas qu'on ouvre la semaine et qu'on ait une semaine entière en dessous de cette zone. Ça peut être particulièrement dangereux. Si on est en dessous de manière ponctuelle pendant 1 ou 2 jours, ça peut le faire. Mais sachez que le plus longtemps on passe du temps en dessous du prix réalisé des investisseurs à court terme, plus ces investisseurs à court terme, donc ce niveau représentant le niveau moyen d'achat des investisseurs à court terme, eh bien plus le stress à court terme va augmenter, plus les investisseurs à court terme et les derniers entrants vont être portés et poussés à réaliser des pertes, parce qu'ils vont vouloir limiter leurs pertes et donc prendre le peu de pertes qu'ils ont pour pas que la perte devienne plus importante. Ils vont vouloir sortir du marché par sécurité et par peur, et donc ça peut accentuer la pression de vente. On sait que la pression de vente pour l'instant des investisseurs à court terme elle n'est pas très très forte, mais que celle des investisseurs à long terme, eh bien comme ils ont continué à prendre des profits depuis quelques mois maintenant, elle commence à s'accentuer. Donc ça fait beaucoup de pression de vente qui commence à s'accumuler sur un marché qui a du mal à tenir sa consolidation. Donc ça commence à faire beaucoup d'éléments qui commencent à peser pour le biais de invalidation baissière, lancement de tendance baissière. Faut faire attention à ça. Donc je serai très attentif à ce qui va se passer lundi. Si on arrive à avoir une ouverture sans nécessairement qu'on reprenne tout ce qu'on a perdu, mais si on arrive simplement lundi prochain à clôturer au-dessus du prix réalisé à court terme, si on arrive à récupérer au moins les 114-115, ce sera un signal de soulagement qui sera particulièrement constructif. Par contre, si on ouvre lundi prochain et au niveau des 112-113 et qu'on ferme
en dessous de 112-113, donc je sais pas, vers 111, 110, bon, on sera toujours dans le range d'un point de vue technique entre les 108 et les 117, mais d'un point de vue on-chain, ça commencera à devenir un petit peu compliqué. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, à mesure que le prix augmente dans cette consolidation, eh bien, le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme, lui, eh bien, il a tendance à se rapprocher du prix spot et donc il a tendance à augmenter. Et si à l'époque, en septembre, le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme, il était à 109, 108 000, eh bien aujourd'hui, il est à 113 000. Donc en fait, le point de douleur, il est plus haut actuellement. À l'époque, c'était plus ou moins OK de clôturer au 109, 108 000. Actuellement, clôturer au 109, 108 000, d'un point de vue technique, c'est plutôt OK, mais d'un point de vue on-chain, c'est pas idéal parce que les investisseurs à court terme ont continué à accumuler, les derniers entrants ont continué à rentrer dans le marché en espérant avoir de la rentabilité à cause d'une cassure haussière qui nous aurait amené vers les 140, 150. Et non, en fait, le prix, lui, il ne fait pas ça du tout. Il suit la liquidité sur les marchés dérivés, notamment, pas que, mais entre autres. Et ça fait que, pour le coup, le point de douleur, la frontière entre la tendance haussière et la tendance baissière, aujourd'hui, elle n'est plus la même. Elle est à 113, elle n'est plus à 108. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut porter une attention particulière. Donc je serai très attentif à ce qui va se passer lundi, on verra bien. Une des conséquences de ce qui s'est passé récemment, c'est que le SOPR, le STH-SOPR, donc le ratio de rentabilité des investisseurs à court terme, a de nouveau chuté de manière particulièrement importante. Donc là, on est sur des valeurs qui sont assez basses, 0,98 à 0,975. Ça veut dire que les investisseurs à court terme réalisent 2% de profit sur les heures. Donc c'est assez costaud. Si on redescend sur des échelles de temps un petit peu plus longues, si on regarde sur les 3 derniers mois, même sur les 6 derniers mois, ça va être un peu contracté, ça va pas être facile à lire. Ah si, ça va. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, on est sur des valeurs qui sont actuellement les valeurs records, c'est-à-dire que, à part à la limite ce qu'on a eu en avril et encore même pas, eh bien, à cause de cette volatilité, là, on a une réalisation de perte de la part des investisseurs à court terme qui est à peu près la plus intense qu'on ait vue au cours de ces 3 derniers mois. Et on peut observer aussi une dynamique très très intéressante, vraiment parlant, ce graphique des investisseurs à court terme, surtout sur les unités de temps les plus faibles. Je sais que c'est pas facile d'y accéder, mais on peut voir ici une ascension qui était plutôt positive et ensuite une dégradation ici. Donc on voyait bien qu'on avait en plus une convergence cette fois-ci entre l'action de prix. En fait, on avait un début de divergence, c'est-à-dire que si je reviens sur du court terme, ici on pouvait observer, pour les membres de la formation on-chain, ça va vous parler directement, vous allez comprendre de quoi je parlais. On a ici le prix qui augmente et le SOPR qui diminue. Donc ça, c'est d'abord une divergence. Donc on voit que la prise de profit est de plus en plus faible alors que le prix augmente. Et ça augure une convergence du prix avec le SOPR. Ce qui veut dire en fait que si le prix est en train d'augmenter un moment mais que le SOPR baisse, et en fait, c'est pas le SOPR qui va s'adapter au prix, c'est le prix qui va s'adapter au comportement du marché. Et donc, on va avoir un alignement entre le prix et le SOPR. Et donc ici, si on a une divergence, donc le prix qui augmente, le SOPR qui baisse, le SOPR qui continue de baisser, le prix va continuer à baisser avec. Et donc c'est exactement ce qu'on a vu ici. On a une phase de divergence, puis ensuite une convergence du prix vers le comportement de marché du SOPR, et donc une baisse. Et ici, après, ça accélère. Ça, c'est vraiment une notion dont on a parlé en long, en large et en travers sur la formation on-chain. Formation on-chain qui arrive, en fait, qui est déjà disponible, mais on est en train de faire une nouvelle page, nouvelle landing page avec une description avec pas mal de choses. Donc, elle n'est pas tout à fait disponible à l'accès en ce moment. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir accéder à la formation on-chain. On est simplement en train de refaire la façade. Voilà, c'est simplement ce qui est en train de se passer actuellement. Aussi parce que on veut aussi temporiser et faire en sorte que les anciens de la formation aient un peu, et comment dire, en est pour leur argent. Vous en aurez tous pour votre argent, il n'y a pas de souci, mais qu'il y ait une forme de privilège pour ceux qui étaient arrivés un petit peu avant. Donc normalement, ça devrait être disponible d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ce sera disponible courant octobre. Soyez-en assurés. Normalement, il y aura en plus une petite réduc d'entrée. Donc voilà, sachez que la formation on-chain arrive. On refait simplement la façade. Et puis je suis en train aussi de voir si je suis en train de potentiellement de rajouter du nouveau contenu ou pas. Du contenu qui sera disponible à la fois pour les élites et à la fois pour la formation on-chain. Donc je suis en décision là-dessus, mais tout sera disponible incessamment sous peu. On est simplement en train de faire un petit remaniement aussi pour que ce soit plus agréable pour vous. On pense à vous quand on fait ça. Maintenant qu'on s'est intéressé un peu plus de dynamique à court terme, on va regarder au cours de la semaine ce qui s'est passé en termes d'offres et de demandes. Donc, on va parler des 2 semaines qui sont passées. Parce que la semaine dernière, fin septembre, s'est ouverte avec des demandes, notamment sur les ETF spot qui étaient croissantes, qui étaient très très intéressantes, qui ont très bien stimulé la hausse. Alors que cette semaine s'est ouverte sur des volumes de demandes sur les ETF qui étaient très hauts de base, de départ,
mais qui ont ensuite été décroissants. Donc là, on a vraiment une dynamique qui est très très intéressante. On a une demande assez importante qui croît et qui stimule le prix pour la semaine passée et pour la semaine présente, on va dire celle de début octobre. Eh bien, on a d'abord beaucoup de demandes à un moment, mais ensuite la demande elle croît. Du coup, on a stimulé les prix, puis ensuite on a eu un ralentissement. Et donc, c'est exactement ce qui s'était passé. On en avait déjà discuté, hein. C'était exactement ce qui s'était passé, donc sur une échelle de temps un peu plus élevée, mais aux alentours de septembre 2024, il y a un an à peu près. On avait eu ici une croissance assez intéressante et continue de la demande des ETF. Et ensuite, alors que le prix était en train de stimuler, on avait commencé à avoir un ralentissement durant entre novembre et décembre. Et ce ralentissement avait auguré justement la stagnation du prix qui avait fini par corriger ensuite un peu plus tard en 2025. Eh bien, vous savez quoi? C'est exactement ce qui est en train de se passer sur le prix actuellement, mais sur des échelles de temps plus courtes. On a d'abord eu une demande croissante avec des volumes modérés, mais qui, quand ils s'additionnent, permettent quand même de stimuler le prix. Surtout, il faut que la demande soit croissante et continue. Il faut qu'il y ait une augmentation comme ça sur plusieurs jours. C'est vraiment la dynamique qui permet de stimuler les prix et d'absorber la pression de vente. Alors que là, on a eu beaucoup de demandes au niveau du nouvel ATH finalement, mais ensuite, les jours d'après, la demande n'a pas été plus importante que ça. Ok, d'accord, les volumes en soi, ils étaient élevés. On avait eu 8000 BTC achetés par jour, c'est quand même conséquent. Mais s'il n'y a pas d'augmentation pour absorber la pression de vente de la prise de profit ou de n'importe quel autre comportement, eh bien le prix baisse. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc sur les marchés spot, maintenant sur les exchanges, sur les exchange float, on va voir quelque chose en plus d'intéressant et de similaire par rapport à ça. Encore une fois, il y a 2 semaines, donc fin septembre plutôt, eh bien vous pouvez voir ici que sur Binance et Coinbase, qui sont les exchange spots principaux, eh bien on avait une demande encore une fois qui était croissante. Regardez les pics verts ici qui sont croissants. Donc on est vraiment sur quelque chose où il y a de la demande qui vient alimenter à chaque pic un peu de manière différente. C'est plutôt positif. Et on a ouvert ensuite la semaine avec finalement une présence spot, une demande spot particulièrement faible, qui était beaucoup moins importante que ce qu'on a vu la semaine d'avant. Et par contre, on a vu une intensification des pics de plus en plus forts de vente spot. Donc d'une semaine à l'autre, on passe d'une demande spot croissante à une demande spot. Alors, excusez-moi, j'ai perdu le graphique, hein. On va essayer de revenir. Simplement, on va partir sur un mois. Je crois que c'était sur un mois, c'est ça. Voilà. Donc d'une semaine à l'autre, on est passé d'une demande spot positive et croissante à une offre dominante et croissante aussi. Donc là, on a plus de demandes et ça stimule le prix. Et là, on a plus d'offres et ça ralentit le prix. Donc de ce point de vue-là, les marchés spot ont une influence certaine sur le cours du BTC. Bien que en termes de volume, ce soit surtout les ETF qui aient une demande la plus importante qu'en termes de volume. Parce que si on regarde ici les volumes d'offres ou de demandes pour les SEX, pour les exchanges centralisés, on est aux alentours de, oui, ok, d'accord, 200, 300, plusieurs centaines en général de BTC par heure, c'est vrai. Mais si on regarde sur une journée, ça fait jamais plus de 1000, 1500 BTC par jour, grosso modo, alors que sur les ETF, on est toujours sur au minimum 3000, 2000, voire même 8000, voire plus. Donc il y a clairement plus d'influence des ETF que des exchanges centralisés. D'ailleurs, c'est une des choses qui fait que ce cycle est nouveau et unique, c'est que actuellement les zones de demande ne sont plus du tout les mêmes que celles qu'on a pu connaître durant tous les cycles précédents. Ce cycle, il est vraiment nouveau de plein de façons et ça se voit réellement dans le comportement de l'action de prix, je trouve. Maintenant, sur les marchés futurs. Sur les marchés futurs, au cours de la semaine passée, on a pu voir beaucoup de demandes. En fait, ouais, c'est ça, il y avait quasiment, regardez, que de la demande, en fait. Que de la demande sur les marchés futurs. Demande sur les marchés futurs, ça veut dire ouverture de position longue, hein. Et donc, si on regarde, on a eu Binance, Bybit en alternance qui ont amené d'importants volumes d'ouverture de position longue jusqu'à samedi. Et quand on a ouvert lundi 6, tout de suite, on est passé short. À part un léger moment où ici, on a essayé de défendre et où on a eu de nouvelles positions longues, qui sont d'ailleurs exactement celles qu'on est capable de voir ici avec l'intensification dont on a parlé en début de vidéo, d'un certain point de vue, pour l'instant, les marchés dérivés, ils sont orientés short, et ils sont orientés short agressif en plus, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau voir ici que le marché est particulièrement short, d'un point de vue des liquidités, si on regarde ici, il n'y a pas beaucoup de seuils de liquidité short. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Si on regarde sur les dernières 48 heures, sur les derniers 3 jours, peut-être on va essayer de voir un peu à court terme, on voit que
on a ici de la liquidité short qui est en train de s'accumuler, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc là, on est sur un des rares cas de figure où en fait, le marché, actuellement, il n'a pas énormément de liquidité short, donc on n'a pas de garantie qu'on ait un short squeeze aussi rapide que durant les dernières fois. C'est-à-dire qu'au cours des semaines qui sont passées, on avait beaucoup de liquidités longues qui s'accumulaient et donc le prix allait baisser. Et donc lorsque le prix baissait, il y avait beaucoup de liquidités short qui s'accumulaient et donc le prix re-augmentait. Mais là, en fait, cette fois-ci, elle est légèrement différente. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Il faudrait qu'on aille au moins sur un mois pour que je vous montre la dynamique. Le temps que le graphique charge, ça sera pas très très long. Mais vous allez voir, c'est assez parlant. Je voulais d'abord regarder sur le court terme pour que vous compreniez. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que on a de la liquidité short qui nous permet de monter. Ensuite, on a de la liquidité longue qui va nous permettre de baisser. Lorsque le prix baisse, on a de la liquidité short qui va commencer à se réaccumuler, comme on peut le voir ici, ce qui va permettre de réalimenter une hausse. Et ensuite, lorsqu'on baisse, on est censé réavoir la liquidité short encore qui s'accumule. Vous connaissez le principe. Sauf que là, cette fois-ci, on n'a pas beaucoup de liquidité short. Donc, on n'a absolument aucune garantie cette fois-ci qu'on pourra retrouver un short squeeze qui pourra aider la demande spot à stimuler la hausse du prix. Donc cette fois-ci est un petit peu différente, je trouve, parce qu'il y a moins d'ingrédients qui nous permettent de reprendre la sauce haussière, entre guillemets. C'est un contexte sur le côté, on n'est pas vraiment sur du marché, sur un contexte on-chain, on est sur un contexte dérivé, mais actuellement, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte à la fois les marchés dérivés et à la fois la dynamique on-chain pour expliquer ce qui se passe avec l'action de prix. Et pour l'instant, on a quand même un sentiment un petit peu délétère. Encore une fois, on n'est pas non plus, c'est pas non plus dramatique parce qu'on reste d'un point de vue technique dans le range entre 108 et 117. Donc, ok, tout va bien. Mais l'invalidation qu'on vient de faire, on avait réussi à enfin franchir les 117 000. On a duré quelques jours et après, boum, directement, retour à la casa, quoi. Donc, je sais pas exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Actuellement, c'est difficile de prédire. Dans tous les cas, l'analyse on-chain n'a pas un but prédictif en soi, c'est un but descriptif, je vous le rappelle. Mais donc là, pour l'instant, je sais pas vraiment ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je suis particulièrement curieux. Je reste prudent. Dans tous les cas, tant qu'on n'invalide pas les 108 000, on va dire que c'est OK. Mais comme on a pu le voir, la structure on-chain, elle n'est pas non plus idéale. Et la structure sur le marché dérivé, pour l'instant, elle favorise un sentiment baissier, faut le dire. Voilà, c'est comme ça. C'est pas très très grave, mais c'est comme ça. Petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec le momentum à court terme, qui, comme vous pouvez le voir, enregistre une valeur négative, ce qui veut dire que le momentum à court terme est en train de chuter vers une phase corrective. Et ces valeurs négatives-là, précédemment, on les avait eues un petit peu plus bas. On les avait eues aux alentours des 110 ou 108. Là, on est en train de les avoir aux alentours des 114, 113. Donc ça revient à ce que je vous avais expliqué avec le fait qu'actuellement, le marché, il trouve des points de faiblesse de plus en plus hauts. C'est-à-dire que le point de sensibilité qui peut nous amener à une continuation baissière, à une invalidation de la tendance, eh bien, il est de plus en plus haut. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Et le dernier graphique, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais faire un petit tour par simplement, comment dire, là où les capitaux sont en train de s'orienter en ce moment. Donc, un petit point par la dominance pour savoir est-ce que le marché il est plutôt orienté Bitcoin, orienté altcoin, orienté défensif avec du stablecoin. Bon, pour l'instant, la dominance du BTC depuis quelques temps, elle continue de réaugmenter, ce qui veut dire que les parts de marché de différents altcoins qui ont du mal à s'exprimer sont en train de retourner vers Bitcoin. Et on a une sensible hausse des stablecoins récemment parce que voilà, le marché a chuté, donc il y a des personnes qui ont vendu, réalisé des pertes et qui sont retournées sur un comportement défensif. Si on regarde au niveau de l'Ether et des stablecoins, l'Ether continue de stagner, n'a pas vraiment de dominance en ce moment. Voilà, il attire pas autant que les altcoins, on va dire, et il attire certainement moins de Bitcoin. Donc pour l'instant, l'Ether est en train de perdre du terrain, mais de manière un peu lente. Donc c'est pas non plus dramatique, mais bon, c'est pas lui qui drive le momentum en ce moment, on va dire. Et du point de vue des altcoins, eh bien, on a eu une petite chute de la dominance des altcoins avec la correction, et depuis, on se maintient aux alentours des 21-22% de dominance pour les altcoins, donc c'est plutôt ok. On peut dire que certains altcoins ont certainement tenu mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, si vous allez regarder les altcoins là aujourd'hui, le prix, il y en a quand même beaucoup qui ont pris cher. Donc je pense qu'il y a certaines grosses capitalisations, peut-être Link, peut-être Solana, mais dans l'ensemble, les altcoins ne sont pas non plus dans un momentum excellent. Pour l'instant, les choses qui tiennent le plus, c'est Bitcoin et les stablecoins. Bon, évidemment, la dominance en soi des stablecoins est faible, mais dans sa dynamique, on voit qu'elle augmente légèrement. Donc voilà le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.
Nous sommes dans une dynamique de marché où la liquidité longue et short, eh bien, va amener un ping-pong sur les marchés dérivés et ça va, en fonction de la dominance sur les ETF et les marchés spot, eh bien, alimenter une hausse ou alimenter une baisse. Donc actuellement, on est sur un marché où le suivi de tendance en soi est pas facile à faire sur du court terme et il faut vraiment aller chercher des éléments qui nous donnent des informations sur les dynamiques d'offres et de demande à court terme pour arriver même pas à anticiper, simplement à comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que anticiper, c'est pas super simple, mais du moins, grâce à ces données, on est capable de comprendre et je suis capable de vous expliquer avec un petit peu plus de détails pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce contexte. Parce que évidemment, je pourrais vous faire une vidéo très simple en vous donnant un graphique et en vous disant bon voilà, il y a eu un long squeeze. Et puis on s'en arrête là et la vidéo elle dure 2 minutes. Mais je pense que vous apprécieriez d'avoir beaucoup plus d'informations, de contexte, et c'est ce que j'essaie de vous présenter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me donner un retour. Maintenant que c'est le week-end, vous allez avoir un petit peu de temps pour donner des petits commentaires, pour me donner un petit retour sur l'approche, si vous considérez que cette approche, elle est pertinente, et si vous aimeriez que peut-être la semaine prochaine, euh, parce qu'il y aura une nouvelle vidéo on-chain la semaine prochaine, j'ai fait une pause la semaine dernière parce que j'attendais de voir ce qui se passait, et puis j'étais pas certain de ce que je voulais vous dire, donc je préférais rien dire plutôt que de dire des bêtises. Donc voilà, j'avais fait une petite pause, mais cette fois-ci, là, dans les prochaines semaines, il y aura des vidéos tous les samedis. Donc n'hésitez pas à me dire si l'approche vous convient, si vous appréciez les données, parce que je sais que c'est des données qui sont un peu redondantes. Des fois, j'ai tendance à récupérer les mêmes graphiques, parce que ce sont des graphiques qui sont parlants, parce que ce sont des graphiques qui décrivent exactement ce qui se passe en ce moment. Donc je trouve qu'ils sont pertinents. Et quand quelque chose est pertinent, faut pas changer une équipe qui gagne. Donc ça, c'est un peu le point de vue que j'ai en ce moment. Donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être que je m'attarde sur différents types de graphiques en ce moment. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'activité on-chain pure. Ça peut être intéressant. Peut-être que vous voulez que je vous refasse un focus sur une crypto-monnaie donnée, comme ce qu'on avait fait avec Solana il y a quelques temps. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos avis. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Excusez-moi. Pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Allez, je vous fais la bise à tous. Passez un bon week-end. À bientôt.